et provoque la fonte des calottes glaciaires. Et nous savons que le glacier, c'est un écosystème particulier qui permet la vie à des espèces dont l'ours polaire, l'ours blanc. Il y a des espèces qui ne peuvent vivre que dans le glacier. Et lorsque le glacier fond à cause de la destruction de la couche d'ozone, due au fait du rejet de contaminants de l'atmosphère des chlorofluorocarbones, par le fait de l'industrialisation qui prend en compte le volet économique sans tenir compte de l'aspect écologique en détruisant ce qu'on appelle le principe d'intégration. Ou, maître distinguant, la question de l'équilibre biologique, de l'équilibre climatique est remise en jeu, ou c'est débalancé. Et bien à partir de ce moment, vous allez voir que l'homme est en train de creuser sa propre tombe. Bonsoir aux amis internautes, amis du droit. À Youris Squad d'émission, aujourd'hui, nous avons à la fois l'honneur et le plaisir de recevoir un invité qui se passe de présentation en Haïti. Il a été candidat à la présidence, ministre pendant 2 ans et demi de la planification et de la coopération externe. Il est un ancien de la faculté de droit et des sciences économiques de Port-au-Prince, de l'Université d'État d'Haïti. Après, il a fait des études à l'Université de Limoges et à l'Université de Nantes. Et maintenant, après avoir servi son pays au plus haut niveau, il a jugé utile d'entreprendre des études doctorales, des recherches doctorales au niveau de l'Université Laval, au Québec, à Montréal, sur le droit international de l'environnement, qui est justement la thématique que nous allons traiter dans cette web émission cet après-midi. Donc nous invitons le professeur Aviol Florent dans le cadre de cette émission à l'approche du 10 décembre, la Journée internationale des droits de l'homme, où l'on va célébrer la Déclaration universelle des droits de l'homme, TUDH, pour les intimes. Donc le thème d'aujourd'hui, c'est le droit à un environnement sain. Professeur Aviol Florent, bonjour. Bonjour maître Destingeant, c'est vraiment un plaisir pour moi de répondre à votre invitation, vous qui gérez le blog du droit administratif, et je prends plaisir également à saluer les internautes qui vous sont fidèles et qui délectent ce genre d'émission. Nous réalisons cette web émission dans l'objectif de créer une véritable vidéothèque de l'enseignement supérieur en Haïti. Nous avons eu d'autres invités et nous en aurons d'autres, mais surtout à cette web émission, nous recevons des avocats chevronnés, des professeurs d'université et des politologues qui se passent de présentation de sorte à aborder le droit dans cet tenant et aboutissant. Professeur Aviol Florent, pour commencer, une première question. C'est quoi la différence entre le droit de l'environnement et le droit à un environnement sain, ou le droit à l'environnement? Le droit à un environnement sain est un droit de l'homme. Et quand on parle de droit de l'homme, on veut parler de droit imprescriptible, droit inaliénable, droit universellement reconnu à l'homme en tant qu'être doué de raison. Et en parlant de droit universellement reconnu, il y a lieu de faire référence à la Déclaration universelle des droits de l'homme, un texte de référence universelle adopté le 10 décembre 1948 par l'Assemblée générale des Nations unies. Dois-je dire que la Déclaration universelle des droits de l'homme n'a pas proclamé le droit à un environnement sain, mais a proclamé notamment le droit à la vie, a proclamé le droit à la santé. Et il faut dire que quand on parle de droit à la vie et le droit à la santé, on ne saurait jouir du meilleur état de santé possible s'il n'y a pas un environnement propice à la jouissance de ce meilleur état de santé.
Donc sans un environnement sain, on ne peut pas réaliser ces autres droits. C'est-à-dire, il y a effectivement une relation intime entre le droit à la santé qui permet de jouir du droit à la vie en tant que droit fondamental et le droit à un environnement sain. On ne saurait avoir un environnement, avoir la santé, on ne saurait jouir dignement de sa vie si l'homme n'a pas accès à un environnement de qualité. Donc, le droit à un environnement sain est un droit de l'homme, mais certes, s'il n'a pas été proclamé par la Déclaration universelle des droits de l'homme, mais a été reconnu par d'autres conventions internationales, dont la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, dont la Convention d'Aarhus sur l'accès à l'information environnementale, le droit du public de participer au processus décisionnel et l'accès à la justice. Il y a également la Convention de Maputo. Ces textes de portée régionale ont eu à proclamer le droit à un environnement sain. Si je vais en Europe, certes, la Convention d'Aarhus sur l'accès à l'information est le premier traité européen à avoir proclamé le droit à un environnement sain. Mais la Convention européenne des droits de l'homme, certes, n'a pas proclamé le droit à un environnement sain, mais vous allez voir que la Cour européenne des droits de l'homme, dans le cadre de sa jurisprudence, a établi un lien étroit, une relation intime entre le droit à la vie privée et familiale et le droit à un environnement sain. Tout comme la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a établi un lien entre le droit à la santé et le droit à un environnement sain. Vous allez devoir remarquer que le droit à un environnement se situe au carrefour des droits civils et politiques et des droits économiques, sociaux et culturels. Bien entendu, cela nous renvoie rapidement à ce qu'on appelle la classification tripartite des droits de l'homme, droits civils et politiques de la première génération, droits économiques, sociaux et culturels de la deuxième génération, et droits et les droits de solidarité auxquels appartient le droit à un environnement sain. Mais le droit de l'environnement aujourd'hui, le droit de l'environnement, ça nous renvoie à la notion de science. Bien entendu, je ne vais pas faire la distinction entre les sciences nomotives et les sciences axiomatiques. Ce n'est pas là le débat du jour pour parler de la question de la reproductibilité. Non, il n'en est pas question. Il est surtout question de parler du droit de l'environnement qui est une science et une science axiomatique. Et quand on parle du droit international de l'environnement ou quand on parle du droit international des droits de l'homme, ce sont deux branches rattachées au tronc de l'arbre du droit international général et dont les racines sont plongées dans l'intérêt général de l'humanité. Et quand on parle de l'intérêt général de l'humanité, c'est au nom de cet intérêt général de l'humanité qu'en 1972, il a été adopté la déclaration de Stockholm sur l'environnement que les internationalistes considèrent comme étant l'acte de naissance du droit international de l'environnement, dont l'article 1er stipule, et je cite, « L'homme a un droit fondamental à la liberté, à l'égalité, à des conditions de vie satisfaisantes, dans un environnement dont la qualité lui permette de vivre dans la dignité et le bien-être. » Et l'article de poursuivre. L'homme a le devoir solennel de protéger l'environnement pour les générations présentes et futures. Si je fais la radiographie de cet article 2, de l'acte de naissance du droit international de l'environnement, on va voir que ce premier article, de l'article 1er, ce premier article, tout en postulant le droit de l'homme à la liberté, qui est un droit civil et politique, le droit à l'égalité,
l'égalité devant la loi, l'égalité de chance, l'égalité devant la vie, qui est également un droit civil et politique. L'homme a droit à des conditions de vie satisfaisantes. Là, on sort de la gamme des droits civils et politiques pour entrer dans la gamme des droits socio-économiques et culturels. Le droit à des conditions de vie satisfaisantes qui nous renvoient rapidement au droit à un niveau de vie suffisant qui comprend l'alimentation, le vêtement, le logement convenable et même accessoirement à la santé, à la sécurité sociale, aux assurances sociales. Vous allez voir que ce droit à un environnement sain se situe effectivement au carrefour des droits civils et politiques et des droits socio-économiques et culturels. On pourrait dire que le droit à un environnement sain fait la jonction entre les différentes catégories des droits de l'homme. Le droit de l'environnement, la déclaration de Stockholm sur l'environnement, on peut aller vers la déclaration de Rio de 1992 sur l'environnement et le développement. Et quand on va vers la déclaration de Rio sur l'environnement et le développement, vous allez voir qu'il y a un lien étroit entre environnement et développement. Il ne saurait être question de développement sans prendre en compte l'environnement. On va y revenir, professeur Aviol Florent, voir le lien qui existe entre environnement et développement, et surtout développement durable. Mais avant, j'entends généralement les experts parler des grands principes du droit de l'environnement, comme celui de précaution et autres. Est-ce que vous pouvez les lister pour nous et faire la différence entre ces grands principes qui fondent le droit de l'environnement? D'abord, la déclaration de Stockholm a énuméré un tas de principes. La déclaration de Rio en 1992, 20 ans plus tard, a énuméré un tas de principes que l'on qualifie de principes généraux de droit international de l'environnement. Parmi les plus célèbres, il y a lieu de parler du principe de prévention, à savoir que la prévention implique ce qu'on appelle une protection de l'environnement en anticipant les atteintes et les dommages que puisse subir l'environnement du fait de phénomènes anthropiques, à savoir du fait de l'homme. C'est-à-dire le principe de prévention s'applique quand il y a un risque prévisible et certain. Et pour arriver à connaître ce risque prévisible et certain, certaines fois, on utilise des mécanismes qu'on appelle les évaluations environnementales. C'est le principe de prévention. Il y a aussi le principe de précaution. Le principe de précaution, si le principe de prévention s'applique quand le risque est connu, le risque est prévisible, le risque est certain, et qu'il y a des études d'impact environnemental, des audits écologiques, qui permettent de démontrer que si vous construisez dans le lit de la rivière, eh bien, il y aura telle conséquence que de droit. Si vous construisez une centrale nucléaire à cet endroit, l'énergie nucléaire que l'on considérait comme étant l'énergie propre, eh bien, il peut y avoir des incidences notables sur l'environnement et la santé humaine et des risques de catastrophes écologiques qui affecteront la notion du développement durable. Eh bien, en cas de risque connu, prévisible et certain, on applique le principe de prévention et le principe de prévention par correction, par priorité à la source, ce principe fortifie le droit de l'environnement, protège l'environnement et par surcroît protège l'homme dans sa santé et dans sa vie. Mais il y a aussi le principe de précaution.
Comparativement au principe de prévention où le risque est connu, le risque est certain, eh bien, le principe de précaution s'applique en cas de risque imprévisible et incertain. Quid des principes pollueur-payeur, information et participation? Le principe de précaution, pour terminer avant d'aborder les deux autres principes que vous venez de citer, c'est qu'on vous dit, en cas d'absence de certitude scientifique absolue, même en cas d'absence de certitude scientifique absolue, il faut s'abstenir de poser un acte qui soit susceptible de causer des dommages irréversibles à l'environnement et à la santé humaine. Je vais vous donner un exemple. Il y a un débat aujourd'hui. Un débat sur le téléphone portable. Ou sur les antennes de téléphonie mobile. Si on place une antenne dans un quartier X, donné, l'accumulation des rayons est susceptible alors d'affecter la santé humaine. Que doit-on faire? On voit, par exemple, un bras de fer entre la Chine et les États-Unis sur la 5G, par exemple. Que doit-on faire? Dans ce cas, les internationalistes vous disent, il y a des études qui vous disent, il n'y a aucun risque. Il y a d'autres qui vous disent, il y a des risques. Et il y a d'autres scientifiques qui vous disent, ce n'est pas l'antenne qui va déterminer les incidences notables. Il n'y a de poison que dans la dose. Tout est poison. L'important, c'est la dose. Si vous placez un tas d'antennes, eh bien c'est susceptible de provoquer un mal à la santé humaine. Donc, il y a débat. Il y a incertitude. Eh bien, en cas d'incertitude, on doit s'abstenir de le faire. Ça, c'est le principe de précaution. Professeur Aviol-Florent, l'heure nous fait la Le guerre. risque n'est pas prévisible, le risque n'est pas certain. L'heure nous fait la guerre. J'aurais bien aimé que vous abordiez maintenant, pour passer à autre chose, surtout le principe pollueur-payeur. Le principe pollueur-payeur. D'abord, c'est ce fameux principe qui a été édicté avant même la naissance du droit international de l'environnement par une cour, par un tribunal arbitral. Ça nous permet de remonter à l'affaire de la fonderie de Trail, où il y a eu un bras de fer entre le Canada et les États-Unis d'Amérique, une usine de soufre et de zinc qui dégageait des eaux usées résiduelles dans l'environnement, c'est-à-dire un rejet de contaminants dans l'environnement et dans l'atmosphère. C'était vers les années 1938-1942. Et on a remarqué que du côté des États-Unis, qui sont voisins au Canada, eh bien, la flore, la végétation commençait à mourir. Eh bien, les Américains ont fait évaluer et ont pu comprendre que la mort lente de cette végétation est due au fait que l'usine de soufre et de zinc rejetait des contaminants dans l'atmosphère et affectait l'environnement. Eh bien, ils se sont entendus pour désigner des arbitres qui ont constitué un tribunal arbitral. Une décision a été rendue où l'on a remarqué, où ça a été prescrit, que le Canada doit s'abstenir de causer des pollutions transfrontières. Et en revanche, le Canada doit réparer les atteintes et les dommages à l'environnement aux États-Unis d'Amérique. Eh bien, c'est un principe selon lequel le pollueur doit payer pour les dégâts causés par sa pollution. C'est ça le pollueur-payeur.
Professeur Aviol Florent, il y a des critiques qui pensent que par rapport à ce principe pollueur-payeur, parce que vous savez, les entreprises ont désormais ce qu'on appelle une responsabilité sociale. Mais ils critiquent ce principe en pensant que ça permet aux entreprises, donc le paiement que ces entreprises, que ces dernières effectuent, ça leur permet d'évacuer leurs responsabilités sociales. Et ça permet aussi à certains pays, justement, d'obtenir un gain de compétitivité s'ils n'adoptent pas chez eux ce principe pollueur-payeur. Parce que vous savez que les enjeux environnementaux sont transnationaux. Donc, si un pays applique le principe pollueur-payeur que son voisin ou l'autre ne l'applique pas, ça donne à l'autre un gain de compétitivité sur le plan économique. Qu'est-ce que vous en pensez? Une excellente question. D'abord, il y a des critiques qui disent pollueur-payeur, on aurait pu dire payeur-pollueur. On paye pour polluer. Pour polluer. Mais on doit être serein et réaliste. Il ne saurait y avoir de développement sans un minimum de rejet de contaminants dans l'atmosphère. Comment les pays du Nord ont-ils pu aboutir à ce niveau de développement? Comment ont-ils pu s'enrichir? C'est avec le train de l'industrialisation. Eh bien, l'industrialisation, il n'est pas sans savoir qu'elle est porteuse de pollution transfrontière. Et si l'industrialisation est porteuse de pollution transfrontière, à contrario, c'est sur le socle de cette pollution que les États-Unis d'Amérique, le Canada, la France, l'Allemagne ont construit leur développement. Donc le développement des grandes capitales occidentales, le développement des pays riches et industrialisés du Nord a été fait à partir de la pollution, et une pollution transfrontière, et une pollution nocive pour la santé humaine et même animale, et une pollution qui a des incidences notables sur l'environnement, dont la qualité, sur l'article 2 de la déclaration de Stockholm, doivent permettre à l'homme de vivre dans la dignité et le bien-être. Il y a là un quiproquo. Il y a là un paradoxe même choquant. Je dois être un pays développé, et pour arriver à ce niveau de développement, je dois pouvoir polluer, et le droit international de l'environnement a légiféré pour consacrer le principe du pollueur-payeur, le principe selon lequel je paie pour pouvoir polluer. Je paie pour contaminer l'atmosphère. Je paie pour affecter le droit de tout homme à un environnement sain. Vous l'avez dit tout à l'heure, l'environnement étant transfrontière, les enjeux climatiques étant aujourd'hui imminents. Comment comprendre ce imbroglio? Comment comprendre? Eh bien, j'ai parlé tout à l'heure d'un certain réalisme. Ce réalisme auquel j'ai fait allusion, je le maintiens et je m'y accroche. Pour la simple et bonne raison qu'il ne saurait être question de développement sans passer par l'industrialisation. Mais, en édictant le principe du pollueur-payeur, qui, d'abord, s'inscrit dans la logique, celui qui pollue doit pouvoir payer pour les conséquences de sa pollution, les dommages et les atteintes à l'environnement, à la santé humaine et animale. Mais de notre côté, qui paie pour polluer, il y a une équation à balancer. Et c'est pourquoi vous allez voir
que les États, aujourd'hui, se sont réunis sous l'auspice des conférences des partis au niveau des Nations Unies pour demander à ce que l'on fixe des seuils de nuisance. Pour demander à ce que sur le plan national, on institue des instruments nationaux pour fixer ces seuils de nuisance, pour établir des permis de pollution, et aussi pour dire que tous les États du monde ont la responsabilité commune de protéger l'environnement, mais ces responsabilités se différencient. Et c'est pourquoi vous allez tomber maintenant dans le grand panneau de notre principe général du droit international de l'environnement, qui est le principe des responsabilités communes, mais différenciées. Avant d'établir la différence pour les internautes, il y a au niveau de certains petits pays, même au niveau des grands pays d'ailleurs, on pense que certaines exigences environnementales, si ce n'est l'ensemble des exigences environnementales de nos jours, freinent la croissance. Il y a même un courant de la décroissance. Or, certains pays, petits pays ou pays émergents, estiment que les grands pays, comme vous venez de le dire, ont exploité de façon à outrance, se sont industrialisés de façon à outrance et maintenant empêchent aux autres pays de se développer. Qu'est-ce que vous pouvez, comment expliquer finalement ce principe de la responsabilité commune mais différenciée? Est-ce que ça devient un pis-aller par rapport à ce problème évoqué au niveau des pays, des petits pays, des pays émergents ou des pays du Sud? On dirait de vous un spécialiste du droit international de l'environnement et même un expert en matière de développement durable ou du principe des responsabilités communes mais différenciées. Vous êtes dans le schéma classique de l'explication scientifique dans un cadre paradigmatique où le principe des responsabilités communes et différenciées divise le monde en deux courants. Le courant selon lequel il ne saurait être question de développement durable sans la prise en compte des enjeux sociaux, des enjeux économiques et des enjeux environnementaux. Et de notre côté, si on doit prendre en compte l'environnement, le social et l'économique pour aller tout droit dans le développement durable, on doit s'accrocher à ce réalisme dont j'ai parlé tout à l'heure, selon lequel aucun pays du tiers-monde, du quart-monde, ne saurait atteindre les rives du développement sans passer par une industrialisation porteuse de grande pollution. Cela me permet de retourner à Rio en 1992, la grande conférence de Rio sur l'environnement et le développement, où ont été adoptées non seulement la déclaration de Rio sur l'environnement et le développement, mais aussi l'agenda 21, mais également la convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Et c'est cette convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, le nom est porteur de l'enjeu en question, le réchauffement planétaire, le nom est porteur de l'enjeu en question, les changements climatiques. Et de global warming, on a vu le plaidoyer du vice-président américain Al Gore sur la question des changements climatiques dans Une vérité qui dérange, ce grand documentaire qui a eu un succès monstre à travers le monde, et notamment aux États-Unis d'Amérique, où Al Gore a été accueilli en
héros et a même reçu un prix Nobel en la matière. Avec une vérité qui dérange. Où il a dit, où il a fustigé le productivisme. Il a fustigé l'industrialisation. Il a fustigé le fait que les États du Nord se sont accrochés à leur propre développement, où ils sont climato-sceptiques, où ils priorisent le développement économique. Oui, nous sommes d'accord, selon Al Gore, que l'industrialisation est facteur de croissance. Oui, nous sommes d'accord que l'industrialisation aujourd'hui permet à des milliers ou à des millions de personnes à travers le monde d'avoir un emploi pour satisfaire le droit à un niveau de vie suffisant, comprenant l'alimentation, le vêtement, le logement. Mais de notre côté, l'industrialisation est porteuse de cette pollution avec le rejet dans l'atmosphère des CFC, les chlorofluorocarbones, le rejet de l'atmosphère de méthane, de dioxyde, de tas de contaminants qui finissent par affecter la couche d'ozone, et la couche d'ozone considérée comme étant l'écran protecteur de la Terre contre les rayons ultraviolets du soleil. Et quand ces gaz à effet de serre remplissent l'atmosphère, eh bien, l'effet de serre s'en trouve contrebalancé. Ça, sur la couche d'ozone, les rayons ultraviolets du soleil frappent ardemment la Terre, notamment les régions polaires, et provoquent la fonte des calottes glaciaires. Et nous savons que le glacier, c'est un écosystème particulier qui permet la vie à des espèces dont l'ours polaire, l'ours blanc. Il y a des espèces qui ne peuvent vivre que dans le glacier. Et lorsque le glacier fond à cause de la destruction de la couche d'ozone, due au fait du rejet de contaminants de l'atmosphère des chlorofluorocarbones, par le fait de l'industrialisation qui prend en compte le volet économique sans tenir compte de l'aspect écologique, en détruisant ce qu'on appelle le principe d'intégration. Ou, maître distinguant, la question de l'équilibre biologique, de l'équilibre climatique est remise en jeu, ou c'est débalancé. Et bien à partir de ce moment, vous allez voir que l'homme est en train de creuser sa propre tombe. Et partant de là, professeur Aviol-Florent, j'ai une question. Il y a les petits pays, les pays du Sud et les pays émergents, qui face à ces grands enjeux mondiaux, environnementaux mondiaux, sentent une forme d'injustice. On parle d'injustice climatique. Il y a même aujourd'hui un nouveau mode de déplacer. Ce sont les réfugiés climatiques. Maintenant, par rapport à tout ça, comment expliquer le principe, pour revenir à la question de départ, de la responsabilité commune mais différenciée? C'est l'autre aspect. On doit appliquer ce qu'on appelle la prévention. La prévention, on fixe des seuils de nuisance. Par exemple, protocole de Kyoto, et même à la COP 21, on demande à ce qu'on ne dépasse pas le 1,5. C'est la limite. 1,5. C'est la limite maximale de ne pas dépasser. Est-ce que ça vaut pour tous les pays? Et ce principe vaut en termes de responsabilité commune, mais on va différencier ces responsabilités. Et comment? On va dire que les pays du Sud, pauvres et endettés, qui n'ont pas eu le temps de prendre le train de l'industrialisation, on va leur permettre de polluer à un niveau X pour pouvoir atteindre ce développement, tandis que les États du Nord doivent rester à un niveau
inférieur. Parce que eux autres, ils ont déjà atteint le sommet du développement. Mais en permettant même aux petits pays de pouvoir polluer parce que les responsabilités sont, à partir de ce moment-là, différenciées, on ne leur permet pas de polluer de façon arbitraire, de façon démesurée. On leur permet de prendre le couloir temporaire d'une pollution encadrée pour atteindre le développement et retourner, une fois ce sommet atteint, à ce qu'on appelle les responsabilités communes. Les responsabilités sont aujourd'hui différenciées, mais idéalement, elles seront communes lorsque ce couloir aura été emprunté et que le développement atteint dans un processus qui tient compte à la fois du développement économique, du développement social, mais aussi du respect de l'environnement et des enjeux climatiques. Les internautes l'auront vitement compris. Il y a ici finalement deux enjeux majeurs. C'est que les pays veulent se développer sur le plan économique. Donc ils prennent le chemin de la croissance. Mais en même temps, il y a un autre enjeu encore plus important. C'est celui de protéger l'environnement. Et par rapport à ça, j'ai une autre question. Le rapport de Brundtland, qui est le nom communément donné à une publication officiellement nommée Notre avenir à tous, rédigée en 1987 par la Conférence mondiale sur l'environnement et le développement des Nations Unies, a utilisé pour la première fois l'expression de développement durable. Ma question, c'est, lorsque l'on passe du paradigme du développement à celui du développement durable, ça change quoi? Et l'autre question, l'autre facette de la question, c'est quoi le lien, le rapport entre protection de l'environnement et développement durable? Finalement, c'est quoi le développement durable? Et c'est quoi le lien entre la protection de l'environnement et le développement durable? D'abord, vous avez fait allusion à The Limits to Growth. Le rapport Meadows. Halte à la croissance. C'est le nom en français. Halte à la croissance. C'est ce titre de ce document issu de la Commission du développement durable dirigée par l'ancienne première ministre de la Norvège, Gro Harlem Brundtland, et dont la commission porte le nom. Et pour la première fois, un document a osé remettre en question la croissance économique. Eh bien, c'est pour tout ce que je viens d'expliquer là qu'on avait dit halte à la croissance. Si on doit prendre le chemin d'une croissance économique, mais qui tue la biosphère, si on doit prendre le chemin d'une croissance qui détruit la couche d'ozone, si on doit prendre le chemin d'une croissance qui part et fait secondaire, tue l'humanité, comment doit-on, en toute moralité, promouvoir une telle croissance? On doit stopper cette croissance. Et c'est pourquoi la commission Brundtland a intitulé son texte, son rapport, Halte à la croissance. The Limits to Growth. Les limites de la croissance. Et c'est ce paradigme qui nous a permis de sortir du schéma du développement vers le schéma du développement durable. Parce que le schéma du développement, la différence entre le concept de développement et celui du développement durable se situe dans cette nuance. Le développement implique une croissance économique à tout prix. Tandis que le développement durable, et nous avons remarqué que cette croissance économique à tout prix, eh bien on va directement, c'est la course effrénée vers la croissance.
au détriment des intérêts écologiques, au détriment de la vie des écosystèmes, au détriment de la vie animale, au détriment de la vie végétale, au détriment des générations futures. Et quand on voit que ce phénomène du développement allant vers une croissance à tout prix est facteur du creusement de la tombe de l'humanité tout entière, on l'a remis en question avec Harlem Brundtland, avec la commission du développement durable, où l'on aura plus tard à Johannesburg la déclaration sur le développement durable L'Afrique du Sud. en 2002. Et on va tomber dans le schéma du développement durable. Et le développement durable, c'est quoi? Ce n'est plus, d'abord, littéralement, ce n'est plus la croissance à tout prix. Maintenant, c'est quoi? C'est un modèle de développement qui tient compte, certes, du développement économique, à savoir la croissance économique, qui tient compte du développement social pour que l'individu puisse se réaliser, mais qui doit absolument tenir compte des enjeux environnementaux, des enjeux climatiques, et on met un frein au développement à tout prix en disant il y a une limite. Vous pouvez aller vers le développement, mais vous devez respecter l'environnement, vous devez comprendre qu'il y a une limite, vous devez comprendre que l'environnement est transfrontière, vous devez comprendre que l'homme n'est pas le seul habitant de cet univers aussi vaste. Eh bien, le développement durable est à cheval sur ce qu'on appelle le principe d'intégration. L'intégration la prise en compte des enjeux environnementaux dans le développement économique. Ça, c'est un. Et deuxièmement, sur le principe d'équité à la fois intragénérationnelle entre les générations présentes et l'équité intergénérationnelle entre les générations présentes et futures. Nous avons comme devoir, nos hôtes humains de la génération actuelle, de remettre l'environnement aux générations futures à un niveau. C'est une responsabilité éthique. Éthique. À un niveau qui ne soit pas inférieur à celui dans lequel nous l'avons reçu des générations passées. Qui a une responsabilité éthique. Cela nous renverrait peut-être à Durkheim qui a parlé de l'éthique de responsabilité, certes dans un autre sens, mais que l'on pourrait certainement... Toute proportion gardée, transposée. Professeur Aviol-Florent, au niveau de notre Constitution, parmi les devoirs du citoyen figure celui de protéger l'environnement, respecter et protéger l'environnement. Comment le citoyen peut-il protéger et respecter l'environnement? N'est-ce pas une responsabilité exclusive de l'État? Ou bien est-ce une responsabilité partagée entre le citoyen et l'État? Je vais vous dire une chose. Aujourd'hui, et c'est pourquoi j'ai parlé de la Convention d'Aarhus, qui a parlé, cette convention se nomme, est ainsi libellée, la Convention d'Aarhus sur l'accès à l'information environnementale, sur la participation du public au processus décisionnel et sur l'accès à la justice environnementale. Le citoyen est au cœur du développement. Le citoyen est au cœur de l'action climatique. Aujourd'hui, ce n'est pas à l'État qu'incombe la responsabilité de protéger l'environnement seulement. Il appartient également aux citoyens de protéger l'environnement. Parce que les générations futures qui arrivent après nous ont droit à un environnement sain.
aujourd'hui, nous avons le devoir de léguer un environnement de qualité. Donc, l'État doit prendre les dispositions en instituant ce qu'on appelle les régimes d'autorisation en toute matière, dans tous les domaines. Et si je fais une allusion au Canada où je suis en train de faire mon doctorat, à l'Université Laval à Québec, je dois dire que la loi sur la qualité de l'environnement à Québec institue ce qu'on appelle les régimes d'autorisation. Et les régimes d'autorisation, on ne peut pas rejeter un contaminant dans l'atmosphère sans avoir l'autorisation du ministre. Et si un contaminant est rejeté dans l'atmosphère de la nature, l'homme a le devoir d'alerter les autorités gouvernementales. On n'a pas le droit de rejeter des matières résiduelles dans l'environnement. Vous attendez au Canada, et puis on accident à fait, on l'huile tomber dans la houillon, on l'huile machine qui peut permettre que grand pile de dégâts. Professeur Aviofleur, quid de la justiciabilité du droit à l'environnement? Cette justiciabilité permet d'aboutir à ce qu'on appelle à l'effectivité de ce droit. Je dois dire, et c'est là qu'il faut voir que vous me demandez de retourner en Europe. Je vais en Europe rapidement. La Convention européenne des droits de l'homme n'a certainement pas proclamé le droit à un environnement sain. Mais la Convention européenne des droits de l'homme, qui a proclamé le droit à la vie, le droit au respect de la vie privée et familiale, eh bien, il y a un arrêt célèbre de la Cour européenne des droits de l'homme où le juge européen a établi un lien entre le droit à un environnement sain et le droit à la protection de la vie privée et familiale. Également, le juge africain, qui est un juge régional, a rendu une décision, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, pour démontrer que le droit à la santé a une interrelation, a une relation intime avec le droit à un environnement sain. Si l'environnement n'est pas sain, la santé de l'homme s'en trouve affectée. Et des décisions ont été rendues parce que dans ces systèmes régionaux de protection des droits de l'homme, il est permis à l'individu, en cas d'atteinte à l'environnement, en cas d'atteinte à sa santé, par le phénomène d'une industrialisation ou de l'installation d'un établissement en un endroit donné et qui soit susceptible d'affecter la santé humaine et animale, l'individu peut, après avoir épuisé les voies internes de recours suivant le principe de subsidiarité, saisir le juge régional. Et le juge régional a rendu des décisions célèbres en la matière. Et même de nos jours, la Cour interaméricaine des droits de l'homme a rendu des décisions où le lien est établi entre l'environnement et la santé, tandis que la Convention américaine relative aux droits de l'homme n'a pas proclamé le droit à un environnement sain. On va tomber dans un schéma purement de méthodologie avancée, ce qu'on appelle l'herméneutique juridique, où en absence de la loi, le juge construit la norme. Eh bien, le juge européen a interprété le texte européen qui n'a pas proclamé le droit à un environnement sain, mais le juge européen a construit ce droit à travers une jurisprudence. On appelle ça l'herméneutique juridique. Professeur Aviofleur, c'est la toute dernière question. Au-delà d'une politique environnementale, au fin d'adopter l'ensemble de ces mesures de précaution et d'anticipation évoquées tout à l'heure qui devaient venir de l'État, comment le citoyen devait-il agir afin de vivre en Haïti, donc dans le contexte haïtien, dans un environnement sain? C'est ma toute dernière question. D'abord, le citoyen doit savoir que la première responsabilité incombe à l'État. Le citoyen a un droit de jouir d'un environnement sain. Mais le citoyen a le devoir de protéger l'environnement pour les générations présentes et futures. Ce n'est pas seulement à l'État qu'incombe la responsabilité de protéger l'environnement. L'environnement appartient à tout le monde et n'appartient à personne. D'ailleurs, l'environnement est transfrontière. L'environnement n'appartient à aucun État. L'environnement, si on va vers la charte constitutionnelle de la France de 2005, la charte de l'environnement de la France de 2005,
avec une loi constitutionnelle adoptée où l'on a verdi la Constitution française, vous allez voir que la France considère l'environnement comme étant un patrimoine commun de l'humanité. Et le citoyen haïtien doit comprendre que ce n'est pas seulement à l'État de protéger l'environnement. Le citoyen a également ce devoir. L'État a l'obligation de permettre aux citoyens de jouir d'un environnement sain qui lui permettra en revanche de bénéficier de meilleurs états de santé possibles. Donc, moi, ce que je considère aux citoyens, c'est d'abord de se dire qu'on n'est pas seul dans la nature. Il y a d'autres espèces. L'homme et l'animal sont égaux devant la vie. C'est le principe de l'égalité face à la vie. Donc, c'est se protéger, protéger l'environnement, protéger la nature. Cela ne veut pas dire que la chaîne alimentaire n'existe pas, que l'homme doit pouvoir consommer du poulet, que le poulet consomme l'insecte, que l'insecte consomme des substances dans la nature. C'est la chaîne alimentaire qui favorise la survie. Mais c'est une utilisation rationnelle des ressources de la nature qu'il faut. Par exemple, actuellement là en Haïti, il y a des auteurs qui disent, dont Jared Diamond, qu'on a dans son ouvrage L'effondrement, que Haïti possède 2% de couverture forestière et moins de 2% de couverture végétale, ce qui est faux, ce qui a été démenti. Haïti a plus de 10% de couverture végétale. Avec 2%, c'est logique que ce serait l'hécatombe. On ne pourrait pas vivre dans une atmosphère avec moins de 2% de couverture. Ça, c'est absolument faux. Mais maintenant, il y a ce qu'on doit faire. On doit protéger l'existant. À savoir, on doit aller vers un droit de la déforestation évitée par la protection de l'existant. Et ce même droit doit aller vers la reforestation dans la logique du développement durable. Et cela implique, à savoir, que l'État protège l'environnement, que le citoyen le protège également, que l'État institue des régimes d'autorisation, que l'État institue des mécanismes de contrôle, que l'État sanctionne les atteintes à l'environnement et que l'État permette aux citoyens de bénéficier du meilleur état de santé possible dans le cadre d'un environnement qui lui permette de vivre dans la qualité, dans la dignité et le bien-être conformément à l'article 1er de la Déclaration de Stockholm sur l'environnement et dans la logique de la Déclaration universelle des droits de l'homme dont nous aurons le bonheur de fêter le 10 décembre, le 71e. Soit dans quelques jours. Professeur Aviol Florent, merci beaucoup. Merci de votre disponibilité pour la gente estudiantine, car cette web émission est réalisée dans l'unique but de créer une vidéothèque de l'enseignement supérieur en Haïti. Merci encore à professeur Aviol Florent. Et comme vous l'aurez compris, chers internautes, chers amis du droit, ce n'était pas le politique qui nous intéressait ce matin, mais l'universitaire, qu'est le professeur Aviol Florent, collègue professeur à la faculté de droit et des sciences économiques. Professeur Aviol Florent, merci. Professeur Aviol Florent, merci beaucoup. À moi de vous remercier, Maître Distinguant. Un plaisir de revoir ces internautes et un plaisir de me faire revoir. Je suis revenu du Québec il y a quelques jours et je suis venu passer des vacances. Et pour retourner à Québec, bientôt en janvier, un plaisir d'avoir été avec vous et un plaisir toujours de retourner sur ce plateau. Que Dieu bénisse Haïti.